Bonjour. Donc notre premier intervenant sera bien sûr le sénateur, Monsieur Gérard Longuet, qui va nous proposer quelques mots. Monsieur Longuet, s'il vous plaît. Oui, merci de me donner la parole. En réalité, je suis très heureux de vous accueillir pour cette matinée de débat sur un sujet extrêmement sensible pour lequel nos compatriotes, et particulièrement les parlementaires, ont le devoir d'approfondir l'analyse de la situation. Alors, le Sénat, je le dis sans rivalité avec mon ami député de l'Essonne, Franck Marlin, est tout naturellement le lieu de cette rencontre. Pourquoi ? Parce que le Sénat est une institution qui est faite pour débattre, et débattre loin des conformismes, loin des idées reçues, remettre en cause, attaquer en profondeur. Nous avons le bénéfice de la durée, et nous avons le bénéfice de la relation personnelle avec nos électeurs. Un député est confronté à une foule anonyme d'électeurs, il en connaît beaucoup, il ne les connaît pas tous. Nous parvenons, nous parlementaires élus au Sénat, à connaître nos électeurs et à établir des relations d'aller et retour qui sont des relations de débat et de confiance qui transcendent très largement les divisions politiques. Et donc le Sénat est profondément un lieu de dialogue. Encore faut-il accepter d'ouvrir tous les sujets, y compris les sujets les plus délicats, et s'écarter des réflexions les plus convenues. C'est la raison pour laquelle j'ai naturellement accepté la demande de votre présidente, qui m'avait été relayée par un excellent ami avocat, Gérard Ducret, et je me suis dit, oui, il faut avoir le courage d'ouvrir ce débat, même s'il s'agit d'un sujet sensible, pour lequel on risque à tout moment d'être traité, en effet, de chauffard invétéré, d'automobiliste forcené, adepte des moyennes élevées et n'ayant aucun respect ni pour les autres, ni naturellement pour ceux qui ne conduisent pas. Je tiens à vous dire que j'ai mon permis de conduire, je n'ai pas tout à fait tous mes points, mais je n'en ai jamais perdu plus d'un à la fois, ce qui veut dire que, comme beaucoup d'entre vous, constaté 94, retenu 91, perte 1 point pour 90. C'est profondément irritant et c'est à peu près inévitable. Pour la deuxième raison que je voudrais vous évoquer devant vous, le Sénat est un lieu de débat, mais le Sénat représente les territoires. Or, il se trouve, et vous l'avez dit, que la route est un facteur de liberté et que pour l'immense majorité des territoires français, et pour une partie significative de notre population, la route en général et l'automobile en particulier sont des conditions absolues de survie. Nous n'avons pas tous la chance d'habiter dans des zones à forte densité de population, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais c'est en tous les cas une caractéristique qui permet les transports collectifs en site propre, très largement subventionnés par le contribuable. Dans les autres espaces français, il y a peut-être aujourd'hui moins d'habitants qu'il n'y en a dans les espaces urbains. Le transport collectif en site propre n'existe pas. Le transport collectif existe. Il ne peut pas satisfaire la totalité des demandes. C'est donc le transport automobile individuel ou le covoiturage, d'ailleurs très largement pratiqué chez les salariés qui ont des horaires réguliers, qui constitue la réponse. Et donc l'usage de la route et la détention d'un permis de conduire est une condition absolue d'existence sociale, pour travailler naturellement, mais aussi pour les mères de famille, en sont le témoignage, permettre à ceux qui n'ont pas le permis ou ceux qui n'ont pas encore l'âge du permis d'avoir une vie scolaire, sociale, sportive, culturelle. Donc nous avons ici au Sénat, à travers cette volonté de dialogue et cette connaissance du territoire, le sentiment qu'il est indispensable de se poser la question de la route, de l'usage de la route, avec une attitude de responsabilité.
Et c'est à cet instant que je voudrais intervenir sur le fond de votre colloque. Je trouve que vous avez le courage de poser la complexité du risque automobile dans sa totalité. Il est évident qu'une vitesse inappropriée est un facteur d'accident majeur et d'accident grave. C'est une banalité de le dire et je crois qu'aucun d'entre vous ici ne méconnaît cette réalité. Une vitesse inappropriée, c'est-à-dire une vitesse qui n'est pas appropriée à l'ensemble des conditions qui déterminent votre circulation à un moment donné, à un endroit déterminé. Je comprends que les pouvoirs publics ne puissent entrer dans le détail de la particularité de l'usage de la route à chaque instant, la météo, l'heure, la personnalité du conducteur, son environnement, son expérience, la circulation tout autour de lui, et que la réaction naturelle du pouvoir réglementaire est de se dire, principe de précaution prévalant, on prend le moins de risques possible et on diminue systématiquement. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous êtes efforcé d'identifier les paramètres d'amélioration constante de la sécurité. Et vous avez rejoint une observation que j'avais faite alors que j'étais président de l'AFIT, c'est-à-dire l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, qui à l'origine, Gérard soit le bienvenu, justement je parlais de toi en bien, qui à l'origine finançait les investissements de transport collectif à partir des dividendes que l'État touchait des sociétés d'autoroutes. Bon, l'État a décidé quelques années après, ce qui montre la continuité à l'intérieur d'une même majorité, d'ailleurs pas le même gouvernement, une même majorité, décidé de vendre les autoroutes et donc plus de recettes pour la FIT, plus de recettes récurrentes, et d'où l'invention de l'écotaxe, mais ceci est un autre sujet. Ce qui m'a intéressé en tant qu'investisseur dans les transports, c'était justement de mesurer quel a été le rôle des autoroutes dans notre pays. Et je retire l'intime conviction qu'elles sont à l'origine de la part essentielle de la sécurité routière. La diminution des accidents après le pic des années 71 de mémoire est spectaculaire. J'étais allé... Bon, limitation de vitesse sur les routes nationales, vous vous souvenez, d'abord c'était 110 et puis ensuite on est passé à 90. C'était une prise de conscience. Mais il faut avoir l'honnêteté de rappeler que le développement autoroutier, qui s'est fait parce que c'était un investissement pertinent et rentable, qui n'a dû pour l'essentiel à peu près rien aux contribuables sur longue période, a été un facteur considérable de diminution des accidents de la route. Elle a mis fin à la tragédie qui avait été quand même inventée par des gens extrêmement qualifiés, très compétents, de la route nationale à 3 voies, qui était vraiment le piège meurtrier par excellence. Cet effort d'équipement national autoroutier ne va pas nous oublier un effort plus modeste, plus discret, dont on sourit parfois, qui nous agace à l'occasion, qui est le développement par les collectivités locales des giratoires. Bon, on peut se moquer des giratoires. Comme conseiller général, j'en ai demandé et obtenu quelques-uns pour le canton que je représentais dans mon département, mais retenons simplement l'idée que depuis 30 ans, les élus locaux départementaux pour les routes départementales, les élus locaux communaux ou intercommunaux pour les équipements urbains, ont fait l'effort d'aménager ce qui était autrefois des points noirs et ont fait l'effort d'aménager en termes de sécurité les croisements, ce qui a été quand même un progrès considérable. Donc cette part de l'équipement collectif, il faut la poursuivre et la prolonger. Et la diminution de vitesse est évidemment, je crois que le mieux raisonnant à l'absurde, si les voitures ne roulaient pas, il n'y aurait sans doute pas d'accident, il y aurait d'autres inconvénients d'autre nature, il n'y aurait pas d'accident.
Il y a des malades qui ne seraient pas soignés à temps, il y a des blessés qui ne seraient pas soignés à temps. Bon, enfin, j'entre pas dans ce paradoxe, personne ne songe à les empêcher de rouler. Enfin, quand même, il faut reconnaître la part due aux investissements d'infrastructures assurés soit par l'État, soit plus vraisemblablement par les sociétés d'autoroutes, et enfin par les collectivités locales. Je voudrais évoquer un deuxième facteur que vous mettez en valeur, mais c'est très difficile de quantifier ces facteurs, c'est la prise de responsabilité par l'automobiliste lui-même. Je pense que, au regard d'un élément nouveau, d'un événement nouveau, d'une révolution technologique, une société évolue et prend un certain temps avant de s'approprier cet événement et cet élément nouveau. J'ai une passion pour l'automobile et je connais à peu près son histoire. Mais l'automobile de masse, en France, découle des années 50 et 60. Avant, nous avions une industrie automobile avec des constructeurs de très grande qualité, mais force est de reconnaître que c'était une économie non pas marginale, mais en tous les cas largement minoritaire. Avec l'automobile de masse, il a fallu en effet une formation de masse. C'est exactement la même chose qu'une révolution comme le numérique. Le numérique est une révolution qui modifie absolument toutes les relations interindividuelles. Mais l'automobile modifie également les comportements. Et il a fallu en effet que l'automobile devienne un bien, une banalité, une commodité, un bien d'usage courant pour que les Français s'approprient l'automobile pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil de service irremplaçable, et qu'elle cesse de devenir ce qu'elle avait été d'une certaine façon dans la période des pionniers, un objet d'admiration, d'émulation, de compétition. Et cette évolution-là, force est de reconnaître en effet que les médias, la conscience de la sécurité, l'éducation du conducteur, ce que vous évoquiez, madame, tout cela a progressé. Et très profondément aujourd'hui, d'ailleurs c'est très simple, vous regardez un couple sur une autoroute, si vous faites un comptage, il y a 30 ans, seul l'homme conduisait. Aujourd'hui, en général, c'est la femme qui conduit et l'homme qui réfléchit à autre chose, parce que de toute façon, son attitude vis-à-vis de la voiture a complètement changé. C'est une évidence. Donc les conducteurs se sont appropriés en profondeur la sécurité. Plus personne ne parle, enfin très rarement, peut-être arriver, de moyennes réalisées sur un itinéraire, et on parle plutôt des encombrements que l'on a évités ou du charme de tel ou tel itinéraire que l'on a découvert. Donc les comportements ont complètement changé. L'idée qui est annoncée aujourd'hui, et qui est la raison de votre colloque, qu'il faille aller plus loin dans la limitation de vitesse, c'est méconnaître ces deux évidences fortes. C'est que la sécurité découle à la fois des équipements, ce que je viens d'évoquer, et la sécurité découle des comportements, et que ces comportements, à un moment ou à un autre, doivent faire confiance aux conducteurs, et je considère que ce moment est venu. Nous avons des conducteurs qui, pour l'essentiel, sont majeurs et vaccinés, et il devient à peu près insupportable dans notre pays que 98% des conducteurs ou 99% des conducteurs soient jugés et condamnés pour le comportement de 1% des conducteurs. Et là, je voudrais évoquer un troisième élément dans l'analyse des accidents. J'ai évoqué les infrastructures, j'évoque ce changement de comportement. Je crois qu'il n'est pas inintéressant d'entrer dans le détail, non pas pour juger et condamner, mais pour comprendre des comportements accidentogènes et faire la part de ce qui relève de tel ou tel sur la route. Prenons par exemple en milieu urbain le développement du vélo, extraordinairement sympathique. On revient à ce que la France d'avant 1914 connaissait, c'était des cyclistes partout, et tout ça est très positif, à condition
que les vélocipédistes se souviennent qu'ils sont des utilisateurs de la route soumis au code de la route. Il m'arrive très souvent, comme piéton d'ailleurs, d'observer le soir dans Paris des croisements aléatoires et incertains où des cyclistes mettent délibérément en cause leur vie en brûlant des feux rouges parce qu'ils ont la flemme de relancer leur vélo après un démarrage. Et c'est vrai que quand vous avez un Vélib qui pousse, qui est vraiment très très lourd, redémarrer au feu rouge n'est pas agréable. Est-ce une raison pour autant pour mettre sa vie en jeu et pour mettre la responsabilité d'un automobiliste en cause, alors que le malheureux, qui sera de toute façon impliqué parce que la jurisprudence de la Cour de cassation est formelle au détriment du conducteur, qui sera impliqué alors qu'il n'y est évidemment à peu près pour rien, sauf à considérer qu'à tout moment, la route peut s'ouvrir en deux et qu'il faut pouvoir prévoir cet aléa. Donc voilà ce que je voulais vous dire à cet instant. Je me réjouis que vous ayez le courage d'ouvrir ce débat et de l'ouvrir en dehors de toutes les autocensures où il s'agit. Et il y aura toujours des conducteurs impossibles et insupportables. Doivent-ils, par leur comportement, condamner la quasi-totalité des conducteurs automobiles français à un encadrement qui les prive de la liberté et de la possibilité de se déplacer? Je voulais simplement évoquer ces convictions devant vous pour vous faire comprendre les raisons pour lesquelles, en profondeur, je souhaite que vous puissiez travailler dans ce cadre du Sénat pour faire avancer la compréhension de nos compatriotes sur la richesse que représentent des automobilistes responsables pour un pays et pour la nécessité de ne pas vous traiter en mineurs irresponsables, mais bien en citoyens convaincus à la fois de leurs droits et de leurs obligations.